l'Iran disait, et il faut être honnête, disait la bombe est contraire et contradictoire. Il y avait la fatwa. Est-ce que vous C'est pas comprenez islamique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Darius Rojba le coupe ici direct. Parce que ici maintenant, alors qu'on a justifié l'attaque de l'Iran à cause de son rapport, il dit que dans son rapport, lui, il n'a jamais dit que l'Iran était sur le point d'avoir la bombe atomique, et il vous dit officiellement, l'Iran disait que c'est pas conforme à leurs principes religieux d'avoir la bombe atomique. Donc, j'ai résolu ce mystère. Mais l'opération Narnia, c'est une opération secrète menée par les services de renseignement israéliens en plein territoire iranien qui a consisté à éliminer 10, 9, puis un dixième qui s'est échappé, des scientifiques les plus en pointe du programme nucléaire iranien. L'insensibilité, le cynisme qu'ils montrent face aux horreurs qu'ils font aux autres font que dans l'avenir, si jamais il se passe des choses en Occident, les gens vont vivre comme si c'était normal. Puisque quand ce sont les Occidentaux qui le font ailleurs, ça ne pose pas de problème. Une chose très importante, et une chose même qui m'a fâché. Juste avant que je fasse ce live, je suis tombé sur une vidéo de Macron qui m'a semblé important de parler de ça. Je ne sais pas si c'était sur France 24, c'est celui-ci. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, le pire scénario serait celui où on laisserait l'Iran après ces frappes qui ont eu une efficacité réelle. Les frappes américaines ont eu une efficacité réelle sur Natanz, Ispahan et Fordo. Mais le pire, ce serait que derrière, la conséquence soit une sortie du traité de non-prolifération de l'Iran et donc au fond une dérive et un affaiblissement collectif. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le directeur général de l'AIEA, M. Grossi, je le verrai à mon retour, et je pense que c'est un des risques principaux pour la région et la communauté internationale. C'est pourquoi il nous faut garder le contact, ce que j'ai veillé faire pendant tous ces jours et ces semaines, et il nous faut absolument éviter que l'Iran aille sur ce chemin, qui serait un chemin irresponsable, à la fois pour la sécurité régionale, pour la prolifération nucléaire internationale, mais également pour les dirigeants eux-mêmes. Donc, ben oui, bien sûr. Regardez la menace à peine voilée qu'il dit ici. Regardez la menace à peine voilée. Ça ne serait pas bon pour la sécurité régionale, alors que dans la région, c'est lui qui a mis feu à la région. Lui, il n'est soumis à aucun contrôle. Et on faisait semblant comme s'il n'avait pas l'arme atomique, alors qu'il a l'arme atomique. Ensuite, pour la prolifération, alors que l'Iran n'a toujours pas encore de bombe atomique, et surtout à la fin, pour les dirigeants eux-mêmes. Pour les dirigeants eux-mêmes, ils ont cautionné qu'on massacre des scientifiques iraniens dans leur famille, dans leur sommeil, avec toute leur famille, sans que cela ne pose problème. Et ils sont là comme ça. Imaginez-vous un dirigeant du Sud qui tiendrait de tels propos. Si même ça serait toléré. Je pense qu'il y a un autre chemin possible, mais ce que vous évoquez est un véritable risque. Je vous mets cette séquence-là et je vous mets pour vous montrer à quel point ces gens-là sont ignobles. C'est une séquence de ce matin-là. Écoutez cette dame parler de l'opération israélienne qui a consisté à tuer des scientifiques iraniens dans leur sommeil avec leur famille. Et imaginez-vous qu'un autre pays parle de liquider des hauts dignitaires, des personnes importantes, des scientifiques importants occidentaux dans leur famille, dans leur sommeil avec leurs enfants. Imaginez juste le parallèle. Aspect de cette opération dont on a moins parlé, c'est l'opération Narnia. De quoi parle-t-on? L'opération Narnia, alors je me suis longtemps interrogée sur ce nom parce que Narnia c'est un pays de neige, on y rentre par une armoire. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette opération? Il y a un lion dedans, comme dans Rising Lion, le lion Aslan. Donc un lion, j'ai résolu ce mystère. Mais l'opération Narnia, c'est une opération secrète menée par les services de renseignement israéliens en plein territoire iranien qui a consisté à éliminer
10, 9, puis un dixième qui s'est échappé, des scientifiques les plus en pointe du programme nucléaire iranien, au moment où ceux-ci étaient sur le point de lui faire passer un seuil critique dans la capacité à militariser le nucléaire. Et donc, ils ont été, dit-on, dans le média américain The War Zone, ils ont été tués, assassinés pendant des opérations qui se sont déroulées la nuit, pendant leur sommeil. On a quelques infos sur le déroulement, mais pas du tout sur l'arme, parce que l'arme utilisée fait encore l'objet d'une censure militaire et n'est pas dévoilée dans sa nature. On nous dit juste qu'elle relève de l'innovation technologique. Exactement. On sait aussi que c'est l'arme secrète. On n'a pas vu comment des immeubles entiers, des halls entiers, des étages entiers étaient délabrés après qu'ils aient atteint ces scientifiques. C'est même pas ça qui a fait que la population iranienne n'a plus soutenu ce que font ces gens-là. Parce que vous voulez soi-disant libérer les gens et vous n'hésitez pas, là où il y a un scientifique, de faire s'écrouler l'immeuble ou tout un étage ou 2 étages pour vous assurer que la personne, et surtout vous assurez bien que la personne et toutes les personnes qui sont dans cette maison-là ou dans cet appartement-là meurent. Ces gens-là sont partis avec leur famille. Et ils en parlent avec une légèreté. C'est pour ça que moi je dis le jour où l'insensibilité, le cynisme qu'ils montrent face aux horreurs qu'ils font aux autres, font que dans l'avenir, si jamais il se passe des choses en Occident, les gens vont vivre comme si c'était normal. Puisque quand ce sont les Occidentaux qui le font ailleurs, ça ne pose pas de problème. Donc, dans l'avenir, ça va devenir quelque chose de commun. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais dans l'avenir, s'il se passe que... Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ça n'émeut plus personne dans le reste du monde. Et même eux-mêmes, ils ont du mal à intéresser leur population par rapport au sort de l'Ukraine parce que leur propre population voit comment eux, ils traitent les autres. Ça avait commencé avec Gaza. Et après, ça s'est poursuivi au Liban, en Syrie. Nous avons vu en Syrie les gens à qui ils ont serré la main, à qui ils ont donné de l'argent, massacrer des chrétiens. Et est-ce que ça les a émus ? Et ils ont voulu faire à la population iranienne, ouais, on vient pour vous libérer. Heureusement que eux, c'est une population. Le peuple, lui, se vante d'être une population d'exception. Et bien là, on a vu c'est quoi un vrai peuple d'exception. Ils ne sont pas tombés dans cette bêtise-là. Là. D'où pour nous libérer, tu viens nous tuer nous-mêmes. Que ces scientifiques, eh bien, ils seront enterrés samedi en grande pompe, en même temps que des généraux. Et parmi les généraux visés par Israël, 20 sur la blacklist, 16 ont été tués. Les autres non, dit-on, ont eu un choix très simple à faire, soit s'enregistrer en vidéo en se désolidarisant du régime, soit accepter d'être assassinés dans une autre opération avec leurs proches. Donc ils ont reçu des appels en farsi leur expliquant ce qu'ils devaient faire. Et on voit le résultat. En tout cas, moi, ce truc-là, ça m'avait choqué. Et je ne vous ai même pas parlé de ces soi-disant trucs-là, de ces coups de fil-là. Ces procédés ignobles, utilisés là encore par les sionistes dont on ne parle pas, les gens qui donnent de l'importance à la vie humaine ou quoi que ce soit, qui vous menacent que vous, si tu fais pas ce qu'on te dit, toi et ta famille, vous allez crever et on va te faire crever, ça n'émeut personne, ça ne pose problème à personne. C'est normal de faire ça aux Iraniens. Après tout, c'est pas des gens. Leurs familles, ils sont pas innocents. Ils menacent la vie des enfants des gens. Mais là, ça ne dérange personne. Et c'est la guerre. Et donc, le jour où ça sera leur tour, il ne faut pas pleurer. Pour cela, tout à l'heure, je vous ai parlé de la publication de Sergueï Lavrov. On va revenir dessus. De cette publication-ci de Sergueï Lavrov. Maintenant, ils demandent que l'Iran donne immédiatement accès
aux infrastructures nucléaires объектам, чтобы убедиться, где ваш находится. pour qu'ils inspectent le matériel enrichi, l'uranium enrichi de l'Ukraine. Обогащенный материал и вообще посмотреть там, Et de voir où en est la situation. что и как. А есть гарантия, что это не утечет? Mais ils ont garanti, mais ils garantissent, Что это не утечет? ils garantissent qu'il n'y aura pas de fuite. L'IEA, ils veulent que l'Iran leur redonne accès à leurs infrastructures nucléaires et aux matériaux nucléaires, et surtout aussi ils garantissent qu'il n'y aura pas de fuite. Я не вижу таких гарантий. Узнать, вот знаете, вот мы били, ничего там Ils ont besoin de savoir parce qu'ils n'ont rien trouvé là-bas. Ok. не нашли, вы куда-то это спрятали. Ils n'ont rien trouvé là-bas et donc maintenant ils cherchent où se trouve le matériel iranien. Ну, вот, это генеральный директор. Et il dit que ce sont les paroles du président de l'agence de l'énergie nucléaire. Уважаемого, в общем-то, агентства. Et donc, Sergei Lavrov parlait de ça parce qu'il disait que ces gens-là, justement, et comme je l'ai toujours dit, ces gens-là, toutes ces institutions mises en place par ces Occidentaux ne servent que leurs intérêts. C'est parce que, et on l'a souvent dit, dans ces organismes internationaux, dans ces instituts internationaux, il y a les agents du renseignement occidentaux qui travaillent dedans pour donner les informations à leur pays. On va nous faire croire que le Mossad, les Américains ont réussi à infiltrer les choses ou quoi que ce soit. Oui, mais quoi de plus facile d'avoir accès aux facilités de l'Iran que d'avoir des gens qui travaillent pour l'agence de l'énergie atomique. Et ces gens-là, ils surveillaient les infrastructures iraniennes. Et ils devaient garantir la non-violabilité des infrastructures iraniennes. Or, qu'est-ce qui est passé? Les endroits qu'eux, ils savaient, sont les endroits qui ont été touchés. Comme on l'apprend de la bouche de lui-même, le président de l'EIEA, là. Mais il ne faut pas oublier une chose. La plupart de ces matériels n'étaient pas à Fordo, mais à Isfahan. Isfahan. Et n'oubliez pas non plus que dans la séquence des attaques, Fordo a été les derniers. Ils ont commencé par Natanz, après Isfahan, et donc Fordo et Kondab et d'autres. Et pour aller jusqu'au bout dans le détail, est-ce qu'à Ispahan et à Natanz, vous avez pu aussi visiter juste avant les bombardements? Oui. Et là, est-ce que l'activité était normale, si j'ose dire? L'activité était normale et notre présence était normale, elle aussi. Donc, ça veut dire, c'est très intéressant ce que vous donnez comme information, c'est qu'a priori, ils n'avaient pas retiré les centrifugeuses, ou retiré en tout cas à ce moment-là. À partir du moment de la dernière visite, on a perdu la visibilité. Mais c'est récent. C'est très 11 ou 12 c'est récent, mais quand même pendant les hostilités, il y a des choses qui nous échappent, qui nous auraient pu échapper. Voilà, il est ici. Il y avait déjà quelqu'un qui avait retenu cette partie. Oui ou non, est-ce que la République islamique d'Iran préparait une bombe atomique? Je ne peux pas l'affirmer. Ça serait malhonnête de ma part de dire qu'il le préparait. Ça paraît incroyable. Comprenez que celles et ceux qui nous écoutent se disent, tiens, on a mené une campagne de bombardement dans le doute. Mais vous savez, dans les stratégies nucléaires, et ça on connaît, il y a un troisième état, si vous voulez, qui est l'état des latences. Où vous n'êtes pas là, mais vous avez les technologies, vous avez le matériel, et donc si jamais, si les moments venaient où la décision devrait être prise, ça, on le ferait. Et l'Iran disait, et il faut être honnête, disait la bombe est contraire et contradictoire. Il y avait la fatwa. Est-ce que vous C'est pas comprenez? islamique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Darius Rojba le coupe ici direct. Parce que ici maintenant, alors qu'on a justifié l'attaque de l'Iran à cause de son rapport, il dit que dans son rapport,
lui, il n'a jamais dit que l'Iran était sur le point d'avoir la bombe atomique, et il vous dit officiellement, l'Iran disait que c'est pas conforme à leurs principes religieux d'avoir la bombe atomique. Comprenez que dans ce doute, les Israéliens aient dit c'est pour nous une question de vie ou de mort, donc nous devons bombarder. Non, je comprends pas ça. Je comprends la logique, mais si par comprendre vous voulez dire justifier, moi je suis un diplomate, un homme de paix. Moi je considère qu'il y avait une voie diplomatique. Est arrivé ce qui est arrivé. Il y avait, j'insiste, vous êtes en train de nous dire, on aurait pu continuer des négociations plutôt que de bombarder tout de suite. Évidemment. À mon avis. Regardez Darius Rochba, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que là, ce monsieur sait bien que son travail est en grand danger à cause de ce qui s'est passé en Iran. Puisque c'est sur la base de son rapport, parce que souvenez-vous de Tulsi Gabbard qui a dit que eux, ils n'ont pas d'éléments qui prouvent ce que disait Netanyahou. Et que Trump a dit, il s'en fout de ce que Tulsi Gabbard disait parce que le rapport de ce truc disait que ils avaient enrichi de l'uranium à plus de 60%. Ça, c'est ce que dit le rapport. Mais qu'à partir de ce rapport, on pouvait dire qu'ils étaient tout proches d'avoir la bombe. Et c'est à cause de ça qu'on a bombardé l'Iran. Comme directeur général, je ne pourrais jamais dire que la solution était une solution militaire. Et je ne critique. Et donc, là, ça, c'est ce qu'il a dit. Puisque hier, je voulais faire un live, mais j'ai reporté le live que je voulais faire hier. Parce que je me suis dit, il fallait que j'écoute la totalité de l'interview de ce monsieur pour ne pas me tromper. Et à un moment, dans son interview que j'ai regardé, on lui parle, il reparle à nouveau de pouvoir avoir accès sur iranien et de vérifier ce qu'a donné les bombardements. Parce que les Iraniens, et franchement ça c'est bien, ils se sont pas laissés faire et c'est pour cela Macron il a les chocottes. L'accord de Vienne de 2015, un accord multilatéral qui incluait notamment l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et la Chine. Son but, garantir que le programme nucléaire iranien ne puisse servir qu'à des fins pacifiques. Cet accord a donné à l'Agence internationale de l'énergie atomique des pouvoirs de contrôle plus vastes que dans n'importe quel autre pays, pour pouvoir procéder à des inspections rapides et accéder à des lieux que le régime n'avait pas forcément déclarés comme étant liés au nucléaire. Voilà, ici vous avez un étendard de pouvoir que l'Iran a accepté de concéder à l'Agence de l'énergie atomique, alors que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Tandis que Israël, qui a un programme nucléaire, qui jusqu'à présent ne disait pas qu'elle disposait de l'arme nucléaire, n'a jamais accepté que cette agence mette les pieds là-bas. Et cette agence, et même ce dirigeant de l'Agence de l'énergie atomique, il a dit Israël n'est pas signataire du traité, donc c'est pas mon problème. L'Israël n'est pas un signataire du traité des non-prolifération nucléaire. Donc je ne dirais pas qu'ils peuvent avoir, mais ils n'ont pas d'interdiction légale. C'est le cas aussi, et ce n'est pas par hasard, Darius, du Pakistan. Mais pardon, est-ce que ça veut dire que vous souhaiteriez pouvoir faire des inspections en Israël aussi ? Oui, je pense que les TNP devraient être universels. Vous aimeriez visiter les sites nucléaires en Israël ? À Dimona, par exemple, un droit à le faire parce que l'Israël n'est pas État signataire. Moi, je l'ai dit quand j'ai visité Jérusalem, j'ai dit vous devriez souscrire à ces traités. Moi, je ne souscris pas à une logique discriminatoire, mais ce n'est pas le cas. Mais dans cette même interview, avec arrogance, il dit que l'Iran a signé le traité et donc l'Iran a l'obligation de le laisser revenir, lui et ses équipes, pour vérifier le matériel iranien. Immédiatement, minutes après le cessez-le-feu accordé, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères iranien, M. Araghchi, que je connais très bien, et j'ai dit, bon, écoutez, donc il y a un cessez-le-feu, asseyons-nous et regardons quelles seraient les modalités pour revenir. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, revenir à ces endroits, ce n'est pas revenir aux endroits
tels qu'on les connaissait avant. Oui, il faut tout visiter. Il faut tout visiter, mais surtout, il y a des ruines, il y a des choses, c'est vraiment des décombres. Vous dites, pardon, que vous avez écrit à M. Araghchi, donc c'est le ministre des Affaires étrangères d'Iran, est-ce qu'il vous a répondu? Pas encore. Le Parlement, lui, vous a répondu, et vous claque un peu la porte au nez, vous avez vu ça, hein, le Parlement iranien qui dit, je les cite, l'AIEA qui a refusé de condamner, ne serait-ce qu'un peu, l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes, a compromis sa crédibilité internationale. Alors, il y a plusieurs pouvoirs en Iran, c'est compliqué, mais ça, c'est le Parlement iranien qui s'exprime. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je réponds qu'il y a des obligations internationales. Tant que l'Iran restera partie du traité de non-prolifération, c'est pas une histoire de crédibilité ou pas de crédibilité, ou c'est que l'AIEA ou moi-même aurait dit à propos de cette crise. Donc l'Iran fait partie du traité de non-prolifération, il y a des obligations, c'est pas à la carte. Donc ils doivent redonner accès. On le fait avec du respect, on dit, asseyons-nous, on sait que la situation est difficile, regardons comment réengager. Moi, je trouve ça très bien, ce qui se passe là, que l'Iran leur interdise de remettre les pieds là-bas, sous peine de garantir que ce qui est arrivé aux installations iraniennes n'arrivera plus. Mais de toute manière, leur garantie ne vaut rien, parce que l'Iran, quand elle a signé, elle avait justement signé pour ce garantie-là. Or, on leur a donné accès à toutes ces informations. Ces informations ont servi à justifier ce qui s'est passé. Et la manière dont il a dit ça dans son interview, ça m'a fortement déplu. Moi, je réponds qu'il y a des obligations internationales. Tant que l'Iran restera partie du traité de non-prolifération, c'est pas une histoire de crédibilité ou pas de crédibilité, ou c'est que l'AIEA ou moi-même aurait dit à propos de cette crise. Donc l'Iran fait partie du traité de non-prolifération, il y a des obligations, c'est pas à la carte. Parce qu'il parle comme si ce n'est pas un pays souverain. Justement, s'il y avait cet engagement-là de l'Ukraine, cet engagement-là de l'Iran, en fonction de ce traité, c'était pour éviter ce qui est arrivé. Et maintenant que ce qui est arrivé, concrètement, annule les garanties que le traité garantissait à l'Iran, vous revenez sans même faire de mea culpa, dire que non, vous êtes signataire du traité, donc il faut à nouveau nous donner accès à votre matériel et à tout ce qu'il y a chez vous en vertu du traité. Il faut que l'Iran dénonce ce traité. Et c'est pour cela, et tous maintenant, ils ont les chocottes parce que, premièrement déjà, on ne va pas faire comme si on ne savait pas. Ils n'ont pas respecté leur part du traité. La France, Macron, continue à puller, à parler. On sait qu'ils n'ont pas respecté le traité. Comme vous attendez, ils avaient accès à tout. Et ils n'ont jamais levé les sanctions pour l'Iran. L'Union européenne n'a jamais levé les sanctions. Aucun pays de l'Occident n'a jamais levé les sanctions. Et surtout, Trump est sorti du traité. Ça ne les a pas dérangés. Et aujourd'hui, on vient rappeler à l'Iran qu'elle a l'obligation de rester dedans. Les autres pays du Golfe Persique, eux, ils sont fous d'avoir le traité ou pas, parce que leur protection est garantie par les Américains. Mais l'Iran, respecté pour jouer le jeu, et maintenant, non seulement il est signataire, il respecte le jeu, vous le bombardez, vous soutenez ce qui s'est passé, contrairement au droit international, et vous revenez lui rappeler à lui que lui, il a l'obligation de respecter le droit international. Et ça m'a fortement déplu, je dis qu'il fallait que je parle de ça. Il fallait que je parle de mon soutien à l'Iran, de désavouer et surtout de dénoncer, parce que lui, il parle comme si il croit qu'il faut une magie pour sortir du traité. Il suffit de faire comme Trump. Il suffit de dénoncer officiellement le traité et tu n'as plus aucune obligation envers le traité. Mais avec le retrait des États-Unis de l'accord sous Donald Trump en 2018, l'Iran a révoqué ses autorisations spéciales. Les inspections se sont tout de même poursuivies régulièrement jusqu'aux frappes israéliennes d'il y a 2 semaines. L'AIEA n'a pas condamné les récentes attaques contre les installations nucléaires iraniennes. Voilà. Officiellement, il n'y a pas eu de condamnation officielle de l'Agence d'énergie atomique par rapport à ce qui a été fait. On se demande bien ça a été servi pourquoi. Ça a été créé pourquoi. Si ce n'est empêcher les autres d'avoir une arme dissuasive qui empêchait justement ceux qui ont l'arme atomique de faire ce qu'ils ont fait là.
pas superficiellement. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique suspend sa coopération avec l'agence jusqu'à ce que la sécurité de nos installations nucléaires soit garantie. Je ne sais même pas pourquoi il dit jusqu'à ce que. C'était censé être garanti, ça n'a pas été garanti. Comment est-ce que ça va être garanti? Je pense que cette dernière phrase-là va conditionner le retour ou pas de l'IEA en Iran et surtout devrait conditionner la sortie de l'Iran de cet accord. Le président du Parlement a ajouté que le programme nucléaire soi-disant pacifique du pays allait maintenant s'accélérer. Le dernier rapport de l'AIEA, déposé juste avant les frappes israéliennes, indiquait que pour la première fois, l'Iran ne se conformait plus à ses obligations nucléaires. D'un ton conciliant, le directeur général de l'agence a souligné que la priorité était de faire revenir les inspecteurs sur les sites concernés. Pendant une guerre, on ne peut pas inspecter, on ne peut pas bouger, etc. Mais dès que les hostilités se sont arrêtées, et surtout, vu la sensibilité autour de ce matériel, je crois qu'il est dans l'intérêt de tous qu'on puisse... Il est dans l'intérêt de tous. C'est qui le tous? Parce que nous avons vu que les Occidentaux n'ont pas condamné ce qui s'est passé, donc c'est qui le tous? Excusez-moi de me rapprocher du micro, peut-être que ça va faire griser le micro. C'est qui le tous? C'est ça le problème. C'est ça le problème, que ces gens-là font semblant. Ils font semblant comme si le droit international existait, mais le droit international ne doit exister que pour les autres, pas pour eux. Reprendre nos activités au plus vite. Pour Donald Trump, les frappes sur Fordo, Ispahan et Natanz ont anéanti les capacités nucléaires du pays. Mais des rapports qui ont fuité des services de renseignement américains indiquent le contraire. Elle n'aurait fait que reculer le programme nucléaire iranien, de quelques mois seulement. Donc maintenant qu'ils ont attaqué, qu'ils ont fait les dégâts et que l'Iran a une opportunité légitime de sortir de ce traité et de compris de tous les traités de prolifération nucléaire ou pas, maintenant ça devient la priorité c'est de maintenir l'Iran dans le... Mais pourquoi faire? Pour gagner quoi? Concrètement, l'Iran avait déjà signé le traité de non-prolifération. Et elle a encore signé le traité pour avoir le nucléaire civil. Et malgré ça, malgré le fait qu'elle a exposé ce secret, qu'est-ce qui se trouve dans ces infrastructures nucléaires, vous avez quand même trouvé le moyen de transformer le fait qu'elle vous ait donné cette opportunité en une menace qui justifie que vous veniez faire ce que vous avez fait. Et maintenant que vous avez fait ce que vous avez fait, sans honte, vous venez dire non. Il faut que tu restes dans le traité, il faut que tu respectes le traité pour nous permettre à nous de savoir ce que toi tu as. Or, Israël est là-bas, personne ne va voir ce qu'Israël a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait. Personne ne pose des questions. Et moi, c'est ça le genre de choses qui m'énervent le plus. Donc, vous voulez que déjà, le mensonge, que soi-disant, Israël avait un risque existentiel de son existence. Vous avez vendu ça aux gens depuis le début de ce conflit-là, avec soi-disant le 7 octobre. Que soi-disant, les gens, ils menacent l'existence d'Israël. Alors que c'est Israël qui a le moyen d'annihiler toute personne dans la zone qui pourrait l'attaquer. Et maintenant que le secret est éventré, vous ne revenez même pas pour dire que voilà. Non, il ne faut pas il faut que pour garantir la sécurité des autres, aussi pouvoir inspecter Israël, il faut qu'Israël se plie aux inspections de l'IEA. Non, vous revenez direct sur l'Iran. Ils reviennent direct sur l'Iran pour exiger des choses de l'Iran. Et moi, c'est ça qui me dérange. Et c'est pour cela, moi, je suis d'accord avec Sergueï Lavrov. On vous a donné accès à toutes ces informations. Ces informations servent à bombarder. Et maintenant, vous voulez qu'on vous redonne encore les informations pour que vous ayez prendre vos rapports et que vos rapports soient encore utilisés pour attaquer? Et regardez comment lui, il vient le premier. Et pourquoi surtout eux, ils ont le droit de déterminer qui a le droit ou pas d'avoir la bombe atomique ou la bombe nucléaire, pendant que eux l'ont.
Et surtout, le mensonge qu'ils font peser sur l'Iran, la vidéo que je vous ai publiée hier vous a montré, l'Iran n'a jamais menacé d'utilisation d'armes nucléaires sur Israël. Malgré tous les mensonges que Netanyahou, son ministre, et je ne sais pas quoi on dit. C'est comme avec la Russie. Vous ne trouverez pas une déclaration officielle de Vladimir Poutine en train de mentionner une menace nucléaire sur qui que ce soit. Moi, cette séquence m'a très fortement déplu, m'a très très énervé, parce que ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice, l'inégalité que ces gens-là imposent aux autres. C'est juste pas croyable. Qu'on veuille que l'Iran reste, oui, mais après ce qui s'est passé, le minimum, c'est au moins d'imposer que Israël aussi rentre dans le traité des inspections de l'IEA. Parce que c'était un secret qu'ils ne disaient pas. C'était un secret que les Occidentaux ne disaient pas, que soi-disant Israël n'avait pas de bombe atomique, ou on considérait que l'Israël n'avait pas. Maintenant qu'on sait, pourquoi lui qui justifie d'agresser les autres, on ne le soumet pas à respecter cet accord, non pas de non-prolifération, mais au moins d'inspection? Au lieu de ça, on revient chez celui qui a subi des dégâts qui vont coûter des milliards pour lui dire que tu nous dois encore nous donner les informations.